Moteur. Allons-y. Ça y est, on décolle. Moteur. Oh putain, moteur. Et bonjour tout le monde. Bienvenue dans On n'est pas filmé, l'émission podcast cinéma de Station B qu'on aime particulièrement et je sais que vous adorez. Vous êtes beaucoup à nous écouter aujourd'hui et vos retours sont très chaleureux, je tiens à le dire. Alors, particulièrement sur l'équipe entière, mais on va commencer par le plus détesté qui est Lenny, justement. Comment vas-tu, Lenny ? Bah, toujours un plaisir. Un petit applaudissement quand même. Ah oui. On n'a pas l'habitude avec toi, mais ouais. C'est rare. Ça te Surtout de ta ça part. te fait chaud au cœur ? Bah, j'ai presque l'impression d'être reconnu pour le fait que je fais le boulot, tu vois, de filmer, de monter, tout Ouais, ça. c'est peut-être ça aussi qui... Après, je Ce que sais. j'aime pas chez toi, c'est que t'es toujours obligé de te valoriser. Non, je suis obligé de dire les choses, tu vois, parce que t'es dans le déni, Ben. Oui, Ah, mais c'est- bon, après, t'es payé pour ça. Non, toujours pas. J'attends. Aline, comment vas-tu ? Très bien, merci de cet accueil. On n'oublie pas la star un petit peu dont n'est pas filmé, Ouais. qui a fait son apparition d'ailleurs justement à côté de Sabrina Carpenter, donc aux récompenses les fameuses, hein, puisque toi tu étais juste après. Donc C'est ça. il y a eu le Expresso et Tiramisu Ouais. qu'on a pu entendre en direct. Incroyable. Ouais, Alors, c'était sympa. incroyable Ouais, prestation. Je le sors bientôt. Ouais, bah Ouais. j'espère que là, ça y est, tu vas avoir enfin tes récompenses que tu mérites. Bon, j'en ai déjà plein, t'inquiète. Ah oui, bon Ouais. d'accord, excuse-moi. Hein. Non, Oui, c'est bah, vrai que pas de tu avais souci. une carrière antérieure. Avant, Ouais. c'était le cinéma, maintenant, ça. c'est la musique. Exactement. Mais bah, écoute, grand bien te fasse. Bah, merci. Et je suis très fier de t'avoir autour de cette table. Ouais, je comprends. Et on a aussi Lou. Comment vas-tu, Lou ? Ça va super. C'est vrai ? Je m'applaudis moi-même. C'est vrai ? Ouais, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, C'est beau. Parce que les applaudissements sont pas assez généreux pour toi. Non, j'ai pas dit ça. Ah, c'était une allusion, mais j'ai pu interpréter ça quand même. Et on a Romane. Comment vas-tu, Bonsoir, Romane ? Ça va Bonsoir. super. Un peu trop solennel, là. Pardon, mais c'est un moment hyper important, je trouve, quand Ok. même. C'est ma première Oula. émission. Je T'as pense des que je vais pleurer d'émotion. T'as des choses à dire ? Ouais, T'as des choses sur le cœur ? j'ai plein de choses sur le cœur. Waouh, bah Ouais. écoute, j'ai hâte d'entendre tout ça puisque à mon avis ça va très vite arriver avec le retour sur les Oscars et les Césars qu'on va vous proposer au tout début d'émission. On va avoir aussi des membres de l'équipe du Café des Images et qui va justement nous présenter une magnifique nuit qui arrive autour d'un réalisateur culte décédé récemment et à mon avis qui a besoin d'une rétrospective puisqu'il n'en a pas eu assez justement aux Oscars, à peine 5 secondes, c'est David Lynch. Et puis après juste on va faire une petite critique, un retour sur un réalisateur sud-coréen influent qui a parlé à tous puisqu'il a reçu la Palme d'Or, il a reçu meilleur film pour son dernier film Parasite, c'est Bong Joon-ho autour de son nouveau film Mickey 17. On va vous dire justement si on a trouvé ce film tout à fait intéressant, si c'est son nouveau chef-d'œuvre ou si au contraire on est déjà sur une déception. Tout ça c'est le programme dont n'est pas filmé, mais en tous les cas on va commencer directement par justement tout ce qu'a sur le cœur Romane. Mais où est-ce qu'il est, ce con de Birchman? Qu'est-ce qu'il fout? Et donc on revient sur les Oscars et les Césars puisque évidemment c'était les deux cérémonies qui se sont enchaînées, qui ont fait parler d'eux puisque c'était deux émissions, alors deux émissions télé en soi et deux cérémonies. Alors principalement autour d'Emilia Pérez, mais justement autour de Emilia Pérez il y a des déceptions. Romane, tu voulais parler généralement de toute façon de ces cérémonies et de parler des représentations en soi des deux cérémonies qui ont pu être faites. Alors oui, alors pour rappel, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Cette journée, elle a pour but de mettre en avant la lutte pour le droit des femmes et notamment pour la fin des inégalités entre les hommes et les femmes. Au vu des Césars et des Oscars, nous voyons que le patriarcat a encore de beaux jours devant lui. Pour commencer, parlons des Césars. Après la cérémonie de 2024, je me suis dit que peut-être c'était le début de quelque chose de nouveau. Pour rappel, Justine Triet a raflé toutes les récompenses avec Anatomie d'une chute et Judith Godrèche a été acclamée après son discours qui dénonçait les violences sexistes et sexuelles. Mais non, pour 2025, tout est oublié. Alors il faut quand même noter que l'Académie des Césars a annoncé le 23 février, attention, je cite, « En cas de mise en cause judiciaire d'un membre pour des faits de violence, notamment à caractère sexiste ou sexuel, le bureau de l'Académie constatera la suspension du droit de vote du membre jusqu'à l'issue de la procédure en cours ou son exclusion jusqu'au complet accomplissement de la peine en cas de condamnation définitive. » Fin de citation. C'est super quand on sait que 95% des plaintes pour ces faits finissent en non-lieu et on le rappelle, un non-lieu ne veut pas dire innocent. Les agresseurs pourront donc récupérer facilement leur petite place au sein de l'Académie. Ensuite, pour l'inclusivité des femmes, ce n'est toujours pas ça. Dans la catégorie de la meilleure réalisation et du meilleur film, aucune réalisatrice n'est nominée cette année. On rappelle qu'en 50 ans de cérémonie, seulement 2 femmes ont eu le César de la meilleure réalisation, à savoir Justine Triet et Toni Marshall. Alors oui, dans les Césars des premiers films, nous avons 2 femmes nominées, Agathe Redinger pour Diamant Brut et Louise Courvoisier pour 20 Dieux.
Mais il faut rappeler des statistiques. Une femme sur 4 réussira à faire son premier et son deuxième film, et seulement une femme sur 6 réalisera plus de 2 longs métrages. La source, elle vient d'une vidéo de Blast qui revient justement sur le sexisme dans la cérémonie des Césars 2025, qui est hyper intéressante, donc allez la voir. Et sur 111 nominations, il y en a eu 46 pour des femmes et 65 pour des hommes, donc la parité, elle n'est toujours pas là. Maintenant, place aux Oscars. Encore une fois, dans la catégorie du meilleur film, aucune femme en vue. Pour la meilleure réalisation, enfin, nous avons une femme, notre chère Coralie Farja. Mais comment vous dire qu'une fois de plus, les femmes sont boudées dans toutes les autres catégories. Le grand gagnant de la cérémonie des Oscars, c'est évidemment Anora, Oscar du meilleur film, de la meilleure réalisation, de la meilleure actrice, du meilleur scénario et du meilleur montage. Film étant vendu comme étant ultra féministe, mais c'est pas du tout le cas. Le personnage féminin, il est censé être le personnage principal du film, mais Anora est complètement invisibilisée par les hommes qui sont autour d'elle. En effet, Anora, c'est une stripteaseuse, et qu'est-ce que nous savons d'autre sur elle ? Bah rien du tout. Ce film, c'est vraiment la définition du male gaze, car elle n'est filmée que par le prisme des hommes qu'elle croise. Donc pour le féminisme, on repassera. Voilà le petit topo féministe sur ces cérémonies. C'était vraiment fait de manière très succincte, car si on se penchait encore plus sur le problème, on serait assis ici pendant 300 ans. Pour finir, si vous deviez regarder des films qui ont été nommés dans ces cérémonies qui sont ultra féministes, c'est évidemment The Substance de Coralie Farja et Diamant Brut d'Agathe Redinger. Et c'est ce genre de film qu'en tant que femme, on aimerait voir plus souvent. Ah oui, et Diamant But, non. Diamant But, Moi, sur le fusion, foot. Une influenceuse qui fait du foot. Une influenceuse qui fait du foot féminin, ça pourrait être sympa. Bah oui, pourquoi pas. Je pense qu'il faudrait qu'on lance le projet. Et vraiment, les 2 films en plus que tu as cités, que j'adore, vraiment particulièrement. Et Diamant Brut, un premier film qui a été présenté justement au Festival de Cannes. Et je trouvais qu'en tant que premier film, il me semble présenté, il était déjà assez haut. C'est un super film sur une influenceuse, justement. Alors, ça rejoint un peu Vingt Dieux, je trouvais, justement, de la réalisatrice Louise Courvoisier, qui est super d'ailleurs, encore une fois, Vingt Dieux, qui parle en plus, il y a vraiment une mouvance en ce moment du cinéma un peu de province, entre guillemets, mais qui commence un peu à intéresser justement une élite, on va dire, bourgeoise, parce qu'elle est assez intriguée de voir que, en fait, bah oui, la Provence n'a pas que des films populaires, il y a aussi énormément de sujets, comme il y a La Pampa aussi, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est incroyable. Donc il y a pas mal de films en ce moment qui sont intéressants, et Diamant Brut en fait particulièrement partie d'un parcours d'une influenceuse qui vient justement d'un milieu qui ne lui permet pas forcément de s'élever facilement, et qui essaye tant bien que mal, avec des représentations comme elle essaye de s'adapter, justement de pouvoir potentiellement être valorisée enfin comme elle le recherche, puisqu'elle a une vie de famille assez compliquée. Donc merci beaucoup pour ta chronique. En tous les cas, vous souhaitiez peut-être rebondir sur je regarde l'homme de la maison un petit peu, entre guillemets. Notre râleur professionnel, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Malheureusement, j'ai peur de pas spécialement être très pertinent sur une possiblement analyse des différents... Je te charrie, je t'ai cherché là. Oui, c'est que de l'amour entre nous, on le sait très bien. Mais en termes d'analyse, que ce soit Anora, que j'ai pas spécialement vu, ou de fait les Oscars ou les Césars, dont j'en ai littéralement rien à taper. Hein, voilà, c'est une cérémonie de bourgeois, entre bourgeois, qui se congratulent entre bourgeois pour dire oh, qu'est-ce qu'on a fait du bon boulot cette année. Redis-le le mot que t'aimes pas là. Bourgeois. Voilà, on décapite les bourgeois. Oh là là. C'est bien, non, mais écoute, ça m'emmerde de me dire on a une cérémonie avec des gens du milieu qui sont là que pour se taper sur l'épaule en disant oh, qu'est-ce que t'as fait du bon boulot cette année. Non, toi t'étais le meilleur. Non, toi t'étais le meilleur. Et derrière, c'est du budget à plus savoir quoi en foutre dans une cérémonie qui se veut plus ou moins grand spectacle, avec des gens qui vont dire non, mais on pense au peuple, on est quand même un peu de gauche, alors qu'il y aurait suffisamment de pognon en sac à main, en montre, en téléphone, en robe, tout ce que tu veux pour, à mon avis, approvisionner n'importe quel pays en putain de nourriture. Donc non, j'en ai rien à foutre de ces trucs-là. À la limite, ça peut peut-être me foutre un projecteur sur 1 ou 2 films que j'ai loupés, mais factuellement, non, des cérémonies entre bourgeois qui se congratulent... La flemme. C'est beau en fait, ce petit retour en fait c'est juste un retour de haine. Voilà, on aime que bien de l'amour. Dire que non, c'est que de l'amour. Mais on peut quand même kiffer ces cérémonies basiquement, ça peut être aussi un hommage au cinéma tout simplement parce que bon... dans ces cas-là, allez voir les films. Alors, je suis peut-être d'accord sur les Oscars, mais les Césars a l'avantage quand même de permettre de valoriser. Moi cette année, j'ai trouvé quand même que Vingt Dieux par exemple a particulièrement été mis en avant et ça, c'était cool parce que c'est un film qui le méritait. Alors certes, il y a eu voilà, les basiques on va dire des Césars, on s'en souviendra toujours de toute façon du Roman Polanski meilleur réalisateur, ça à toujours, on n'oubliera jamais, mais c'est vrai qu'il y a quand même une amélioration des Césars petit à petit je trouve,
c'est vrai qu'on a eu du Justin Triet l'année dernière, mais voilà, malheureusement, c'est une goutte par une goutte. Des fois, on a envie de dire, bon, c'est bon, il faut quand même renverser le seau. Mais c'est vrai, après, ça reste un hommage en soi. Alors, je sais très bien, évidemment, la chronique était intéressante sur la représentation. Toi, t'es trop rageux, tu m'énerves. Mais Aline, toi, au moins, ces cérémonies-là, je sais que t'as regardé en plus les Oscars. T'as fait quasi une nuit blanche pour cette cérémonie. Alors, en tant que représentant, moi je suis intéressé parce que les Golden Globes, par exemple, j'ai trouvé ça insupportable parce que les pubs américaines, c'est horrible. Mais les Oscars, c'est pareil, c'est aussi insupportable. Alors, c'est pas ouf au niveau des pubs, surtout qu'en fait, il y avait 2 présentatrices. Il y avait Lena Situation et l'autre, j'ai oublié son nom. Donc, pas ouf de ma part, pardon. Mais elles étaient 2 femmes. Pour le coup, il y avait 2 femmes à l'écran. Et en fait, pendant les coupures pub, du coup, c'était pas Lena Situation, mais l'autre, madame, qui s'en occupait. Et c'est vrai que des fois, ça se voyait elle-même, ne savait pas quoi dire, où aller. Ouais. Ça se voyait qu'elle avait le prompteur et le timer sous les yeux. Elle était là, genre. Et donc là, on se retrouve bientôt là pour les résultats. Ça va être les résultats, là, dans quelques secondes. Donc c'est vrai que ça, c'était le moment un peu, voilà. Gênant. Après, la cérémonie en elle-même, je serais menteuse que de dire, moi, c'était le panard. Enfin, moi, les 4 heures, elles sont passées comme ça. Mais, je suis d'accord sur le fond avec ce que vient de dire Lénie. Mais j'avoue que moi, je regarde pas les Oscars ni les Césars par intérêt cinéma pour aller me dire quel film va gagner. Mais c'est un peu du divertissement. Genre, on va dire que c'est un peu ma télé-réalité avec un petit pan quand même intéressant quand ça met des bons films en lumière. Quand il y a des débats. Quand tu as un film à soutenir. Oui, voilà, c'est ça. Après, là, moi, par exemple, j'avais fait mes petits pronostics quand même, mais parce que, je sais pas, j'aime bien faire ça. Ouais. Mais j'étais contente de voir pour Adrien Brody, par exemple, j'étais sincèrement contente. Ouais. Même pour Anora, après, moi, du coup, j'ai pas le même avis sur Anora. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je trouve quand même qu'il y a il y a un truc intéressant quand même parce que on sait d'elle que c'est qu'une stripteaseuse, mais on ne sait pas non plus énormément de choses sur les autres personnages. Enfin, en tout cas, de ce que je me souviens, je pourrais pas te dire d'où vient, par exemple, le mec avec qui elle sort, sa vie exacte. On connaît sa situation familiale, oui, mais à part savoir qu'il est riche, on sait pas plus. Le garde du corps, qui est pour moi un personnage du coup qui est hyper intéressant. Enfin, que j'ai adoré l'acteur en tout cas. Pareil, je pourrais pas t'en dire beaucoup plus. Donc, au final, à ce niveau-là, ça me choque pas trop. Et après, peut-être que je suis tombée dans le panneau du réalisateur, mais moi, je l'ai trouvée quand même assez indépendante. Je l'ai trouvée assez libérée quand même sur des choses. Je l'ai trouvée, je sais pas, je trouve qu'il y avait quand même un espèce d'élan assez, même dans l'esthétisme, d'assez positif là, autour de l'amour. Enfin, après, j'ai un regard naïf. C'est pour ça que je suis pas complètement en désaccord avec ce que tu dis. Mais en tant que femme, je me suis pas sentie heurtée quand j'ai regardé le film. Je me suis pas dit, encore une fois... Enfin, voilà, on est dedans et c'est un homme qui réalise. Et moi, j'étais en mode, oh, c'est trop mignon. Ils se sont mariés à Vegas, la chance, c'est mon rêve, voilà. C'est bien de le dire comme ça, parce que Anora aussi a été appréciée par beaucoup, quand même, par rapport justement à ce recul que pouvait avoir Sean Baker, même si évidemment ça a ses limites. C'est tout à fait compréhensible. Mais je trouve que justement, Sean Baker, il traite beaucoup mieux du sujet de la prostitution, par exemple, dans The Florida Project. Que je trouve que là, c'est vraiment plus intéressant. Je trouve que là, il utilise vraiment juste. C'est pas une prostituée. Si c'est vraiment une stripteaseuse, ça n'a rien à voir. Hein. Mais moi, ça m'a dérangée. J'ai pas détesté le film, entre guillemets. Hein. J'ai pas passé un mauvais moment devant. Je trouve que effectivement, esthétiquement, c'est très beau, rien à dire. Mais en fait, on souffle un peu qu'un homme s'approprie ces causes-là, qui ne sont pas les siennes, et qui disent voilà comment est-ce que les femmes les ressentent. Voilà comment. Après, comment les hommes les ressentent, oui, parce que là, il peut en parler. Mais l'idée que ce soit. Lui qui dit les femmes elles ressentent ça, et voilà, je vous le montre. Moi, c'est ça qui me gêne. Surtout que. Je sais que l'actrice, elle s'est beaucoup renseignée auprès de stripteaseuses, etc. Et là, je trouve ça top. Mais Sean Baker, je crois qu'il a pas du tout fait ce travail-là pour le film. Et je trouve que c'est hyper dommage, en fait. Et moi, ça me gêne que ce soit un homme, encore une fois, qui parle de ce sujet-là. Surtout qu'il y a d'autres films qui parlent du striptease, réalisés par des femmes qui sont plus intéressants. Mais j'ai oublié le titre du film. Mais voilà. Très bien. Ouais. Vraiment une intervention. Je crois qu'il y a un film français qui est... il y a un film français qui a été fait il n'y a pas longtemps sur le milieu du striptease, où justement c'est une journaliste qui va faire une investigation justement sur le milieu et qui aime en réalité ce milieu. Alors je pense que merci Lénie Montage pour tout de suite nous mettre le titre du film. Je vais le retrouver, t'inquiète, si jamais t'as pas les références, je te les donnerai. Et voilà, donc du coup... Je peux aussi donner le titre du film auquel je pense. Je sais pas si c'est
c'est potentiellement le même. Tu peux donner des détails comme ça, les auditeurs potentiellement ils vont se raccrocher. Aucun. C'est là, parfait. Vraiment, dans GTA, c'est la seule référence que j'ai faite. Non, je rigole. Oui, Aline. Encore une fois, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est pas le souci, mais en fait. Moi, mon cerveau, il se pose la question un peu dans le sens inverse. Il se dit, ok, c'est sûr que c'est dommage que ça soit le film fait par un homme qui traite un sujet de la femme qui soit mis en avant plutôt qu'un film d'une femme qui traite un sujet de la femme. Mais dans l'idée, à la fin, est-ce que le principal, c'est pas que ça soit mis en avant quand c'est bien fait? Attention, parce que alors, je te rejoins sur le fait qu'il y a plein de films qui parlent de femmes réalisés par des hommes qui sont carrément à côté de la plaque. Mais quand c'est bien fait, j'avoue que ça me dérange moins parce que je me dis au moins ça a le mérite d'être mis en lumière. Et en plus de ça, si on ouvre le débat encore plus loin, on n'est pas obligé de l'approfondir, mais dans l'idée, ça voudrait dire qu'en fait, en tant que réalisateur ou réalisatrice, le sujet de notre film, il faut qu'on soit concerné de près du coup pour qu'il soit légitime. Mais dans ce cas, il y a plein de choses ça ferme des portes à plein de choses. Par exemple, moi, imaginons demain j'ai envie d'être réalisatrice. Je sais pas, il y a une cause dans le monde qui me tient à cœur, une guerre, une inégalité sociale ou que sais-je, et je ne suis pas moi concernée directement, ça veut dire que ça me rend pas légitime d'en faire un film ou de le mettre en lumière. Si alors, tu peux en fait être légitime, il aurait pu parler du striptease, il n'y a aucun souci. Le problème c'est qu'il s'approprie le point de vue féminin. Moi c'est ça qui me dérange, c'est que si c'était approprié le point de vue masculin, aucun souci. Mais là c'est le point de vue féminin et c'est vraiment ça que je trouve hyper problématique dans le film. Mais encore une fois, on passe pas un mauvais moment devant un Nora. Ok. Oui, Lenny. Du coup, c'est un peu le problème. Ça devient un peu le serpent qui se mord la queue d'une situation où on sait très bien là-dessus qu'en termes de situation, des studios, de tout, c'est compliqué pour les femmes d'avoir la possibilité de faire des films, surtout d'être mis en avant et tout. Et c'est un peu le truc de un homme qui met en avant le point de vue féminin s'approprie la situation. Mais vu que le système ne laisse pas forcément la place aux femmes de s'exprimer, de mettre la chose en avant, si l'homme, entre guillemets, le met pas, c'est une situation qui n'est pas spécialement commentée, qui n'est pas spécialement critiquée. Donc ça devient un peu le côté de, malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas spécialement mieux. Après qu'on s'entend bien, je n'ai même pas vu Anora. Je ne sais même pas si c'est bien. Bon, je suis plus sur un débat presque philosophique à l'heure actuelle. Mais c'est le truc de... Le film, personnellement, avait l'air vaguement intéressant. Je l'ai vu de loin, je l'ai raté. La cérémonie peut intéresser, à mon avis, des gens. Et je pense que ça peut peut-être être l'opportunité d'ouvrir des gens à un point de vue qui n'est pas le leur. Après, de fait, c'est vrai, un truc pareil, ça aurait été sans doute mieux si c'était réalisé par une femme. Oui, Aline. Juste pour finir, c'est que, tu vois, à l'inverse d'Emilia Pérez, quand Anora a reçu toutes les récompenses de mémoire, parce que du coup j'étais un peu fatiguée sur la fin, mais de mémoire il y a quand même eu au moins une phrase qui disait que ça s'adressait aussi aux travailleuses du sexe, chose qui pour Emilia Pérez a été complètement mise sous silence. C'est-à-dire qu'Emilia Pérez, bon, Dieu merci parce que moi je suis passée à côté, je pense, de la hype du film, mais je dis pas que c'est un mauvais film, je me permets pas, mais je comprends pas tout ce qu'il y a autour. Mais dans l'idée, ils ont quand même reçu pas mal de prix. Pour chanter au micro, pour montrer qu'elle est chanteuse, il y a du monde, pour juste dire, mais une petite phrase de pour la communauté LGBT, pour les personnes transgenres, etc., il n'y a plus personne. Donc là, pour le coup, là, je te rejoins, c'est là où la cérémonie est problématique. Anora a au moins le mérite d'avoir parlé des travailleuses du sexe. Oui, Lou. Exactement ce que je voulais dire. J'ai trouvé ça un peu scandaleux, pour être honnête, le fait que aucun membre du casting ni réalisateur n'ont parlé un moment des problèmes que rencontre la communauté transgenre, et j'ai trouvé ça vraiment scandaleux. Alors Emilia Pérez, moi j'aime pas, je le dis très clair, je trouve que le film passe totalement à côté du sujet, je comprends pas pourquoi ça a gagné les meilleures chansons, c'était nul, le scénario est nul, tout est nul dans ce film, je le déteste. Je suis désolée, c'est le moment hate. Sauf Selena Gomez. J'ai pas d'avis. Tu adores Selena Gomez. Ok, j'adore Selena Gomez alors. Mais je trouve que c'est vraiment honteux de faire un film comme ça et de se présenter aux Oscars, aux Césars et de rien dire sur ça. Je trouve ça un peu scandaleux. Allez, voilà. Tout dernier mot de Roman. Le film est hyper problématique parce qu'il est très caricatural sur les personnes transgenres et pareil, donc il romantise un peu tout ce qui est narcotrafiquant, etc. Alors qu'au Mexique, c'est vraiment...
Enfin, c'est un drame. Et du coup, le film est critiqué de partout parce que tout est problématique. Tout le monde est problématique là-dedans. Vraiment, rien ne va avec ce film. Bon, moi, je vais faire le petit mot de la fin en disant que de toute façon, malheureusement, les Oscars, c'est le bal de l'hypocrisie. Parce que, autre ça, moi, je retiendrai un truc qui n'a pas été précisé ici. C'est un autre sujet, mais qui me tient particulièrement à cœur. C'est que l'Oscar du meilleur documentaire, c'était Northernland, qui est justement sur Gaza. Et c'est un bal d'hypocrisie de sentir que l'Amérique essaye d'en parler, alors que juste à côté, nous avons Donald Trump qui est capable de dire qu'il est capable d'éradiquer une population pour faire la Côte d'Azur. J'ai envie de dire, le bal de l'hypocrisie, des fois, il faut qu'il s'arrête. Ce soir, j'ai préparé des poquettes de dinde. C'est fin, ça se mange sans fin. Et on retrouve justement l'équipe du Café des Images parce qu'en petite revue d'actu, par contre, sur Caen, on a une grosse activité, ça va être la nuit David Lynch. Et justement, on retrouve Alice et Anthony qui vont nous présenter cette petite nuit qui risque d'être mouvementée autour du réalisateur qui n'a pas eu justement l'hommage qu'il méritait aux Oscars. Il n'a eu que 5 secondes, alors que là, on va passer une nuit entière à lui rendre hommage. Donc bonjour, comment allez-vous ? Bonjour. Bonjour. Déjà, merci de nous accueillir, c'est super sympa, on va pas mentir. Avec grand plaisir. Alors, une nuit David Lynch, pourquoi déjà en premier lieu ? C'est vraiment venu instinctivement, vous vous êtes dit il faut absolument refaire sa filmographie autour du réalisateur, évidemment autour de sa mort. Alors, c'était un projet avant. Ça nous arrive du coup de faire des nuits, tout simplement, à thème sur certains réalisateurs. On en avait fait une en septembre, il me semble, sur Tim Burton déjà. Tout à fait. Et donc, c'est un projet qui est né avant coup, qu'on a du coup annoncé juste après son décès, parce que on s'est dit si on l'annonce pas là, c'est un peu l'occasion, quoi. On savait même pas encore les films qui allaient passer au moment où on l'a annoncé, mais c'était déjà un projet en cours. D'accord, donc c'est intéressant de voir que vous êtes totalement maudit. Donc prochain réalisateur, j'espère qu'il est pas trop vieux, celui que vous allez sélectionner, du genre pas Ridley Scott ou Coppola, s'il vous plaît. J'aimerais qu'il dure encore un petit peu. Et les 4 films en question que vous avez sélectionnés, c'est lesquels ? Alors, pour petit rappel pour ce débrief, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Non, ça c'est avant. C'était avant, c'est pas mes fiches. Pardon. Non, c'est l'autre fiche que tu dois avoir. Alors, le premier film, c'est Eraserhead. Ok. Après, on passe. Ça commence à quelle heure ? Ça commence. Alors, la soirée commence à 19h. Ok. Au bar du café. Donc, il y a un DJ set avec une DJ qui s'appelle, je vais pas écorcher son nom, qui vient de Saint-Lô. DJ Euterpe. Super. Je sais pas si vous connaissez. Bah non. Et donc, il y aura un DJ set, un set sur forcément univers lynchien. D'accord. Déjà avec certains bouts de ses albums, si j'ai bien suivi. Ouais. Parce que c'était aussi du coup génial. Avec forcément repas de David Lynch, un café, donut, cherry pie, cigarette à volonté. Évidemment. Bien entendu. Et ensuite, le premier film, c'est à 20h. D'accord. Et c'est Eraserhead. Ok. Ensuite, on enchaîne. La soirée sera présentée, le début de la soirée, par Emmanuel Burdeau. D'accord. Donc, critique de Mediapart et du Cahier du cinéma. D'accord. Pas n'importe voilà. qui. Et entre chaque film, il y aura toujours, pareil, la DJ sera là présente pour, en tout cas au début des premiers films, pour mettre l'ambiance, ce qu'on descend au restaurant, pour se boire, sustenter, exactement. Et entre chaque début de film, il y aura un court-métrage de David Lynch qui sera présenté, qu'on pourra voir. Ah super. Donc c'est vraiment une énorme rétrospective sur David Lynch en réalité. Il y a 4 films et à chaque début de film, il y a un court-métrage de David Lynch. Génial. Donc là, j'ai pas la liste des courts-métrages. Non, mais on peut découvrir ça comme une surprise au pire. C'est ça. Et puis de toute façon, c'est une œuvre qui est tellement complète en soi que de toute façon, même une nuit, ça suffisait juste pas pour ses longs et ça n'aurait même pas suffi pour ses courts. Donc c'est sûr. C'est que un bonus. De toute façon, si on apprécie son œuvre, on peut que apprécier découvrir ça également. C'est sûr. Et donc, on finit la soirée sur... Donc, on a Eraserhead, Sailor et Lula, après Fire Walk With Me. Et en dernier, on termine par... Celui-ci, on avait fait un vote, c'était avec Mulholland Drive. Ouais, et on a hésité avec Blue Velvet, mais c'est finalement Mulholland Drive qui a fini par l'emporter. Qui, moi, je trouve, est le plus culte de David Lynch, puisque au premier visionnage, j'ai détesté, mais c'est après 4 ou 5 visionnages que j'ai trouvé que c'était un chef-d'œuvre absolu. Mais ouais, et il y a une super surprise. Ah! Oula. Mais je ne peux pas en parler. Alors, juste avant, moi je dévoile une surprise. On va exhumer apparemment en direct David Lynch sur scène. Non, parce qu'il n'y a pas besoin de l'exhumer, il n'est pas mort. Ah bon ? Contrairement à ce que les gens pensent. Comme Michael Jackson ? Comme Michael Jackson et Elvis Presley. Ah ouais ? Et ils seront tous là. Ils sont tous là. Ah, c'est ça la grosse surprise en fait qu'on vient de dévoiler. Pour les plus anciens, il y a Raymond Barre qui sera présent aussi. C'est le ministre de l'économie. Super. Donc, c'est pas mal, rien à voir par contre lui, mais c'est cool de le voir. Non, mais c'est un fan de David Lynch. Ah ok. Bon, ça fait plaisir de le voir tout de même. On va jamais dire non. Et pas un petit indice quand même sur la vraie grosse surprise ?
Allez, un petit indice en exclusivité sur On n'est pas filmé, s'il te plaît. Alors, un petit indice, c'est pour vraiment les fans de Twin Peaks. Enfin, fans de la Lynch, mais pour les fans de Twin Peaks, il y aura... là, tu hype. Voilà, il y aura une grosse surprise. Ah, super. Donc, il faudra faire un choix, par contre. Ouf. Un choix cornélien ? Un choix cornélien. Super. Bon, bah, mais là, ça vaut le coup pour ceux qui veulent avoir sur grand écran. Là, je dis des trucs quand même. Oh là, ouais, non, là, tu dévoiles petit à petit, c'est génial. C'est une méga surprise. Enfin, c'est une méga surprise. En tout cas, c'est un super truc. À deux doigts de nous sortir justement la surprise en direct. Et alors, on finit, ce qui est bien avec les nuits aussi, c'est qu'on finit sur un petit déjeuner où on va parler de la nuit. Et ça, c'est toujours convivial, je sais. Chloé, la dernière fois, nous avait présenté la nuit, avait présenté ça comme limite le climax de la soirée. Et est-ce qu'il y aura un petit déjeuner lynchien ? Il y a un petit déjeuner lynchien, c'est que des cigarettes. Après, ah oui, pardon. Là, on passe aux cigares, peut-être. Là, on passe... Non, aux cigarettes. Les vieilles gitanes maïs, on a réussi à retrouver des vieilles gitanes maïs sans filtre. Super. Voilà, c'est histoire de vraiment te mettre dans l'ambiance. Oh bah là, ça va être. De toute façon, le pan, c'est un pass. Ouais, faut dire, on peut pas venir pour voir un ou deux films. C'est un pass pour toute la soirée. D'accord. C'est 24 € ou 28, je sais plus exactement. 24. C'est 24. Ouais. Et le petit déjeuner fait partie du pass, bien entendu. Ah, voilà, c'est ça qui est incroyable aussi. C'est que vraiment, 24 €, c'est film. Ah oui, Alice. Désolé, non, c'est surtout, l'entièreté de la nuit, en vrai, un vrai moment cinéphile. En soi, comme il y a des grosses pauses entre chaque film, souvent entre une demi-heure et 45 minutes, les gens en parlent constamment, en fait. Oui. Et pour en avoir déjà fait une, donc celle sur exceptionnellement, les pauses dureront 15 secondes. Oui, c'est donc, un peu voilà, c'est histoire de... Voilà, en mode Lynch, on doit adapter. Justement, petite pause clope, c'est ça, on y retourne. Mais c'est vraiment des très beaux moments de cinéphilie, parce que du coup, souvent, c'est des gens qui viennent soit parce qu'ils veulent découvrir, soit parce qu'ils veulent revoir, et c'est toujours des échanges... super beaux, hein, franchement, entre des gens qui ont vu le film 100 fois, des gens qui le voient pour la première fois... J'ai jamais passé un mauvais moment dans ce genre de cadre et c'est vrai ça a un certain côté émouvant. Le Café des Images est vraiment un lieu pour les nuits qui est totalement adéquat par rapport justement au bar où on peut très vite partir sur des discussions, se sustenter parce qu'il y a un vrai espace en fait. C'est ça qui est super intéressant. Je dis pas que le cinéma luxe est moins parce que la nuit Mad Max, je m'en souviendrai toujours, était incroyable. Faut l'égaler aussi là-dessus, hein, mais je pense qu'à mon avis, David Lynch, ça sera sur une égalité, hein, on sera sur le même podium des meilleures nuits cannaises autour de la cinéphilie. Donc on rappelle, c'est le 14 mars. Il y aura un quiz, bien entendu, avec des cadeaux exceptionnels. Ah, des cadeaux, comme un paquet de cigarettes, il faut avoir un passeport, je précise, pour le gros cadeau. Voilà, quand même, c'est pas mal. C'est pour repartir avec Elvis Presley, Michael Jackson, tout ça. Mais il faut pas tout spoil, Ah oui, pardon, désolé, ça c'est vrai que vous m'avez dit, il faut pas le dire. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour cette petite présentation. On va vous retrouver justement sur cette nuit, j'espère. Oui. Ah oui. On sera là, au moins nous deux, c'est déjà ça. Vous venez avec la pancarte, on était sur On n'est pas filmé. S'il vous plaît. En fait, non mais s'il vous plaît, par pitié. Non, une photo de toi. Ok. J'en ai des belles en plus. C'est fortement possible. Tu vas pas être déçu. J'ai hâte de me voir. Sur grand écran, peut-être pas quand même, mais merci. Ça peut s'arranger. Non, s'il vous plaît, les gens vont avoir peur quand même. Ils vont se dire mais c'est le but, c'est dans le thème. C'est Lynch. Il fait pas si peur que ça, Lynch, quand même. Il est plus mystique, tu vois. Moi, je suis pas mystique. On me voit, on a tout de suite peur. On se pose pas de questions. On passe à un autre chemin. Mais bon, après, je serais certain. Qui fait ça. Oui, c'est la moustache. Oui. Mais on n'est pas filmé, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça, donc ils savent pas les gens. Là, donne pas trop de critères physiques. Après, on va me reconnaître dans la rue et ça risque d'être la débandade sur Caen. Il y a déjà quelques psychopathes qui aiment bien venir me voir, donc moi pas plus, hein, pas des fans s'il vous plaît, par pitié, pas de fans. Déjà que j'ai Lenny aussi, c'est pareil. Mais bon, on vous retrouve le 14 mars à partir de 19h. À partir de 19h. Pour le petit bar, le DJ set qui va être incroyable. Vous me donnez vraiment envie, premier degré. Petit déjeuner à 7h du matin, donc c'est vraiment la nuit totale. Ça c'est incroyable aussi, c'est pareil, c'est une nuit entière, 24 € pour une nuit avec DJ set, avec des films, des surprises, des quiz, des cadeaux à gagner. Je pense que là, le programme est fait, vous savez quoi faire le 14 mars. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Et c'était l'OST justement de Mickey 17.
pour donc la petite critique qu'on voulait faire, la critique du jour sur le film d'actualité, et pas n'importe quel réalisateur qui plus est, c'est Bong Joon-ho qui, je pense, fait assez consensus ici, qui est un réalisateur influent, qui a fait évidemment des films cultes, des chefs-d'œuvre, et qu'on retrouve ici avec ce film. Alors en soi, juste pour faire une petite introduction sur Bong Joon-ho, puisque ce réalisateur sud-coréen qui a révolutionné le cinéma mondial avec des films aussi brillants qu'inattendus, fait son grand retour avec Mickey 17, et pas qu'un peu, puisqu'on l'attendait depuis un certain moment ce film, et autant vous dire que voilà, l'attente elle était à son comble. Bong Joon-ho, c'est un cinéaste au talent unique, il ne se contente pas de raconter des histoires, il joue avec les genres, brouille les frontières entre les thrillers, le drame, la science-fiction et la satire sociale. Son film Parasite en est le parfait exemple, à la fois comédie noire, drame social et thriller psychologique. Il a marqué l'histoire du cinéma en devenant la première production sud-coréenne à remporter la Palme d'Or à Cannes avant de triompher aux Oscars en 2020 avec 4 statuettes, dont celle du meilleur film. Mais ce n'est pas un coup d'essai. Avant Parasite, Bong Joon-ho avait déjà conquis le public avec Memory of Murder, un polar fascinant inspiré d'un véritable fait divers en Corée du Sud qui a réussi encore aujourd'hui à faire sensation. Il avait ensuite enchaîné avec The Host, un film de monstres qui, sous couvert de divertissement catastrophe, critiquait la pollution et les actions humaines sur l'environnement, ainsi que les conséquences du capitalisme américain. Puis est venu Snowpiercer, donc sa première production américaine, adaptation du roman graphique français Le Transperce-Neige, qui illustrait les inégalités sociales dans un train roulant à travers un monde glacé. Donc chaque film de Bong Joon-ho, c'est une critique acérée de notre société et de ses dérives, où il dénonce sans concession les inégalités sociales, la lutte des classes et les absurdités du capitalisme. Son art repose sur une mise en scène habile qui mêle le divertissement et la réflexion. Nous plongeons dans des récits où la tension dramatique souligne les injustices systémiques. Que ce soit l'exploitation des classes populaires dans Parasite, la gestion des crises environnementales et politiques dans The Host, ou encore la répartition inégale des richesses dans Snowpiercer, chacun de ces films s'impose comme un miroir féroce de notre monde. Il ne se contente pas de raconter des histoires, il déconstruit les dogmes et nous force à regarder en face les contradictions de nos sociétés, tout en proposant une esthétique visuelle et un rythme qui captive évidemment tout spectateur. Et maintenant, place à Mickey 17, son tout nouveau projet prévu donc pour 5 mars 2025. Alors qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une adaptation du roman Mickey 7 d'Edward Ashton, une histoire de science-fiction qui suit un employé jetable envoyé en mission spatiale. Son rôle, c'est d'accomplir des tâches trop dangereuses, devenant presque un rat de laboratoire pour aider une expédition politisée. Lorsqu'il meurt, il est tout simplement remplacé par un clone avec ses souvenirs réimplantés. Et c'est pas tout, le casting est plus qu'alléchant. En tête d'affiche, on retrouve le fameux Robert Pattinson qui décuple son jeu grâce aux nombreux personnages qu'il peut jouer. On retrouvera également Steven Yeun qui a fait The Walking Dead, Naomi Yaki, Mark Ruffalo et Toni Collette. On retrouve aussi Bartholomew. Bref, un casting 5 étoiles, c'est qui rend Mickey 17 si intriguant. C'est aussi la manière dont Bong Joon-ho va mêler son style si particulier à un univers de science-fiction pure. On le sait, il adore explorer les inégalités et les absurdités du système capitaliste. Alors on peut facilement imaginer que ce clone jetable éliminé et remplacé à l'infini sera un prétexte, encore une fois pour une critique acérée de notre société comme il aime faire, mais on peut aussi s'attendre à des scènes visuellement saisissantes, un humour grinçant et bien sûr une narration qui nous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde, comme il sait aussi bien le faire avec du Parasite où il l'a fait excellemment. Et ce qui est fascinant avec Bong Joon-ho, c'est qu'il arrive à transcender les frontières du cinéma. Il fait du cinéma sud-coréen une référence mondiale et ne renie jamais son identité. Même en tournant avec des acteurs hollywoodiens, il garde cette façon bien à lui de raconter des histoires, de déconstruire des codes, de surprendre là où on n'attend pas. Et Mickey 17, est-ce que justement il répond à nos attentes ? Est-ce que c'est un nouveau chef-d'œuvre de Bong Joon-ho ou au contraire c'est la déception après le chef-d'œuvre ? On va commencer par le râleur de service qu'on aime toujours, mais voilà, il provoque les débats, c'est ça qui est intéressant avec lui. Nous avons notre fameux Lenny qui a aimé ou pas le film ? Question évidente, attention. On se pose question rhétorique, voilà. Non, malheureusement, j'aime beaucoup Bong Joon-ho, mais je sais pas comment il a fait. Je pense que c'est du Bong Joon-ho réchauffé au micro-ondes pour des Américains. Voilà. D'accord. C'est-à-dire en termes de sa mise en scène, j'ai trouvé la chose relativement basique et assez peu inspirée, surtout par rapport aux idées de SF qui sont très généreuses, auxquelles il y a plein de choses à faire. Mais non, pas spécialement d'envolée, pas spécialement de moments porteurs. Après, qu'on s'entende bien, Bong Joon-ho, avec ses derniers films en termes de mise en scène, ça va pas être du très grand spectacle. Mais on est quand même sur quelque chose qui se restreint constamment. Et en termes de scénario,
Oh bah mon Dieu, le nombre de pistes possibles que le film passe son temps à esquiver de possibilités pour moi qui ne mènent pas, d'enjeux qui ne sont pas vraiment développés, c'est une déception. Mais écoute, prépare-toi, vas-y. C'est Aline qui commence déjà à chauffer les poings. Elle s'échauffe, mais écoute, moi j'attends que ça, parce qu'encore une fois, c'est comme à chaque fois où j'ai pas aimé un film, ça m'attriste, parce que j'aurais passé un bon... Aline l'aime et ça m'énerve. Non, j'aurais passé un bon moment, et au final, c'est moi qui me retrouve triste à ne pas avoir aimé un film pareil. Parce que, il y avait plein d'intrigues, il y a certains personnages qui peuvent être intéressants, mais vous m'excuserez, Pattinson, j'en ai pas grand-chose à faire, alors qu'il passe ses 2 heures de film à avoir sa voix off qui me casse les bonbons constamment, où j'ai qu'une seule envie, c'est qu'il ferme sa gueule. Il devient méchant. Oui, si tu veux. Et Mark Ruffalo qui se joue... Alors attention, j'ai une idée, elle est révolutionnaire. Personne n'a fait ça. Je vais faire une imitation de Trump. J'en ai plein le cul. De voir des Trump-like, d'en avoir des gens qui en font des caisses constamment. C'est insupportable. Et j'ai même pas spécialement d'intrigue qui va quelque part pour moi pour me rattacher à quelque chose, alors que le film à plein d'endroits essaye de rattacher certains éléments, de rattacher une mythologie scandinave avec le nom de la planète auquel ils sont censés aller, parce que c'est Niflheim, donc je suis en mode ok, donc c'est une planète glacée, va peut-être y avoir des jeux. Non, on s'en fout, ça n'a pas d'intérêt. Il y a des créatures, techniquement, vous avez peut-être déjà vu le design autre part et plus inspiré, donc ça me rend triste. J'ai eu aucun accroche avec ce truc-là, et même le propos politique est un peu léger pour du Bong Joon-ho. Bon, je suis pas du tout d'accord sur la fin, mais je rejoins peut-être un peu plus Aline, j'espère, qui a un peu plus apprécié le film. Je me souviens bien d'ailleurs de la sortie où tu étais limite la seule face à plusieurs mecs qui disaient non, le film est pas bien. Je les imite bien. Hein. Parfait, nickel. Merci. Non, c'est ça. Alors, du coup, vu que moi j'ai bon goût, oui, j'ai bien aimé. Excusez-moi, je reprends ma voix. Non, en fait, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord. C'est sûr que quand on s'intéresse un petit peu de plus près à la filmographie de Bong Joon-ho, il y a des choses qui sont mieux faites. Après, mieux, ça dépend aussi où on se situe et ce qu'on attend de voir dans un film. Donc, je veux bien te croire sur le fait que tu aies pu être déçu quand on compare à un Parasite ou un Snowpiercer, mais après, la vraie question, c'est est-ce que le message est le même ? Pour moi, non. Là, dans Mickey 17, je suis d'accord, il y a des pistes de scénario qui auraient pu être explorées qui n'ont pas été. C'est un petit peu décevant. De là à passer un mauvais moment, moi, ça ne m'a pas dérangé. Au contraire, j'ai trouvé que sur d'autres détails, il avait pris le temps de développer. Et ça, pour le coup, c'est après coup, j'en suis rendu compte. Parce qu'en sortant de la salle, je savais que j'avais bien aimé, mais je n'aurais pas pu dire pourquoi. Même encore maintenant, je pense qu'il faut que je le digère encore un petit peu. Donc, je vais prendre mes notes pour être sûr de ne pas oublier. Mais il y a quelque chose premièrement, ce qui m'a intéressé, c'est la dimension philosophique dans son film par rapport au personnage de Mickey. Donc, il est confronté à la disparition sans cesse de ses doubles et aux enjeux de l'existence qui évoluent au fil du récit. Donc en fait, il passe d'une vision qui est centrée sur la mort, parce que, no spoil, mais il part sur cette planète parce qu'en fait, il n'a pas vraiment de compétences, donc on peut imaginer un personnage pas franchement enjoué ni bon vivant. Et on clôture sur un personnage qui l'est d'autant plus. J'essaye de pas trop en dire, même si c'est déjà pas mal, mais dans l'idée, juste, il y a cette évolution narrative sur son personnage qui, je trouve, est intéressante sur la quête de la vie et par rapport à la filmographie en général de Bong Joon-ho, c'est-à-dire qui sert de miroir de nos sociétés. Je trouve que ça fait sens sur ces générations qui sont la nôtre principalement, sur cette question de la vie, l'envie de rester en vie ou non, des choses comme ça, l'optimisme en fait en général. Donc ça, moi, je l'ai trouvé plutôt intéressant, ce récit-là. Ensuite, il y avait un autre truc qui m'a bien interpellée, c'est le fait au moment de ses doubles, donc l'arrivée de Mickey 18, je suis d'accord, il y a quelque chose qui aurait pu être plus approfondi, qui aurait pu être mieux traité peut-être, tout simplement. Je pense qu'en tant que spectateur ou spectatrice, on s'attend à autre chose. J'ai préféré mettre ça de côté et me dire qu'est-ce qu'il m'a proposé, qu'est-ce que moi je peux garder qui me correspond. Et là-dessus, en fait, c'était donc le face-à-face entre les deux personnalités opposées et riche d'une signification philosophique qui est le rejet de soi et la peur de cohabiter avec un autre soi-même. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est-à-dire que, en fait, ils sont en dualité perpétuelle, les Mickey 17 et Mickey 18, mais on est sur deux personnalités quand même assez opposées. On a d'un côté un peu le trouillard, le pleurnichard, et de l'autre, on va avoir justement celui qui va se dire plus courageux, un peu plus rebelle dans l'idée, bien sûr. Mais je trouvais que c'était intéressant, si on prend d'un point de vue philosophique, de se dire c'est un peu le moi et le surmoi. Enfin, je veux dire, c'est ce combat qu'on peut avoir avec nous-mêmes sur j'ai un projet, j'ai envie d'y aller, mais je le fais pas. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'écho que ça a eu en moi.
Donc par rapport à ça, ça m'a interpellée. Après, moi, j'aurais encore plein d'autres choses à dire, mais je vais attendre que tu rebondisses pour garder ma liste d'arguments. Puis je pense que Lenny va vouloir aussi rebondir parce que je le connais assez bien, Lenny. Là, il prend sa posture, mais il a des bons arguments tout de même et il va développer, j'espère. Mais parce que, par exemple, sur le c'est vrai que je me positionne. Je dis Bong Joon-ho, voilà, c'est peut-être dans mes 2 réalisateurs préférés de tous les temps, honnêtement. Honnêtement, j'ai vu tous ses films, je crois. Mother est son meilleur, honnêtement, encore une fois, avec Parasite. Et pour avoir fait les comparaisons aussi, alors moi, je suis sorti direct de la séance. Je me souviens, la première phrase que j'ai dit, c'est « De toute façon, un mauvais Bong Joon-ho est un bon film ». Donc voilà comment je me positionne. C'est en effet pour moi peut-être même le pire, entre guillemets le pire. Le prenez pas non plus comme quelque chose d'ultra péjoratif parce qu'encore une fois, c'est un bon film, mais qui pour moi est une déception parce que Bong Joon-ho m'a encore une fois habitué à 10 fois mieux. Et dans le côté, parce qu'il y a aussi cette posture-là de dire c'est une production américaine de Bong Joon-ho, je crois que c'est sa 3e techniquement, ou du moins coproduction. Et il y a quand même son passif où Snowpiercer, par exemple, a été très mal reçu par certains. D'autres avaient beaucoup aimé, hein, mais dans l'idée, Snowpiercer est souvent dans les plus... Enfin, on va dire les moins aimés. Okja aussi, d'ailleurs, qui me semble est une coproduction, d'ailleurs. Et... Mickey 17, alors moi Snowpiercer j'avais beaucoup aimé, Okja je trouvais ça sympathique sans plus, dans la filmographie encore une fois de Bong Joon-ho. Et celui-là, pour le coup, j'ai justement cette impression d'avoir vu une fusion de ces idées et d'avoir vraiment cette impression des fois d'avoir vu déjà le film. Parce que Mickey 17, j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il ne répond pas à ses promesses, entre guillemets. Il a certes un propos politique qui est très mis en avant, mais des fois trop, je trouve, par rapport à un Parasite qui peut aller beaucoup plus dans le côté acerbe et qui va vraiment piquer là où il faut. Mickey 17, des fois, reste un peu trop en surface, même si son propos politique est de premier plan. C'est ça aussi, c'est parce que vraiment, évidemment, on le voit et on ne peut voir que ça. C'est cette utilisation d'une personne et de la capitalisation, de la politisation aussi d'un mec, Mark Ruffalo qui joue évidemment le politique, qui utilise un peu ses pions à sa façon, avec une excursion, voilà. Et c'est pareil, il y a aussi ce côté sur cette planète, et ça m'a énormément fait penser à du Okja, parce que vraiment des fois où je me disais mais on retrouve à peu près les mêmes formes, je sais pas, dans l'impression aussi de la mise en scène, j'avais l'impression qu'on était pareil dans la même formule d'emmener le spectateur dans une souffrance pour ensuite le rattraper, essayer de le faire comprendre et de le faire réagir. Et il faut dire aussi, c'est le Bong Joon-ho le plus optimiste, techniquement. Il finit... par exemple, Okja est très pessimiste, je trouve, et m'avait beaucoup plus touché et marqué, bizarrement, alors que Mickey 17, à la fin, malheureusement, ce côté optimiste, alors que c'est l'inverse, c'est que la société d'avant, avec Okja, me paraissait plus, on va dire, opportuniste, entre guillemets, pour un avenir, alors que là, c'est l'inverse. Je ne vois pas justement cet opportunisme aujourd'hui, je vois tout l'inverse, et du coup, son propos de Mickey 17 l'optimisme devient, pour moi, décalé, en réalité, parce que en effet, les comparaisons qui pourraient être faites avec la société d'aujourd'hui et surtout américaine sont peut-être des fois déjà trop lourdes, mais le film est me garde cette impression d'être un peu périmé. Là, je parle évidemment énormément en surface parce qu'on va pas parler des détails du film, c'est pas le but. Dernier point aussi qui, moi, m'a un peu déçu, c'est que j'ai trouvé le film déjà, premièrement, très mal rythmé. Pour moi, il y a un gros problème de rythme. Je trouve qu'en plus, on peut vraiment diviser le film en 3. Et c'est pareil, j'ai compté, non, je n'ai pas du tout compté les factures, mais il y a 150 millions de budget. C'est, je crois, le plus gros budget qu'on a donné, il me semble, avec Snowpiercer pour Bong Joon-ho. Normal, c'est américain, puisque c'est Warner qui est derrière, et qui, à mon avis, ne récupérera toujours pas une poule aux œufs d'or pour cette année, avec Mickey 17, qui me semble pas être... voilà, et des fois, j'ai pas l'impression d'avoir vu 150 millions. Et Parasite, par exemple, qui est beaucoup plus petit budget, et 10 fois plus représentatif, avec une mise en scène fulgurante en permanence, et il arrive justement à faire toujours des plans incroyables. Et pareil, Bong Joon-ho, normalement, il y a toujours ce moment de... Tu vas m'emmener quelque part pendant 2 minutes, tu vas me faire un moment de grâce. Là, je ne l'ai pas eu. Malheureusement, j'ai juste eu quand même ce petit sentiment de grâce dans le couple,
Mickey 17 avec l'actrice Naomi Ackie, qui justement avec Robert Pattinson, ça match super bien, et il y a vraiment à un moment une osmose, je trouve, vers la fin du film, sans spoiler, mais qui a super bien fonctionné sur moi. Mais ça m'a pas emporté parce que c'est pas une scène qui se veut de cette façon, qui va pas faire des envolées, c'est vraiment un tout petit passage. Et c'est là où il m'a aussi déçu, ce Bong Joon-ho. Lenny, tu veux peut-être revenir sur nos points? Notamment le point où tu disais le rythme est un problème. De fait, c'est quelque chose qui m'a paru très étrange, où on va avoir des passages où on est au niveau du vaisseau, l'intrigue est en train de se dérouler, puis ok, pause, on va faire retour arrière, on va vous remontrer des trucs, et à plusieurs endroits, notamment avec certaines péripéties, j'ai eu l'impression que ils ont retiré certains bouts du film. Je sais pas s'il y a eu un montage qui s'est fait hacher la tronche, quelque chose, mais de fait, pour moi, alors que, encore une fois, j'ai pas spécialement passé le meilleur des moments, j'ai l'impression qu'il manque des choses, j'ai l'impression qu'il manque certains éléments, parce que on a plein d'idées, plein de potentiel, où c'est le personnage, si je m'abuse, de Nasha, c'est bien ça? Oui, Nasha, oui, c'est ça. Et littéralement le personnage le plus intelligent de tout le film, mais hors champ, va se dire que je vais me droguer la gueule, ça va être rigolo, on va avoir des évolutions de personnages qui sortent un peu de nulle part. Enfin, c'est un peu frustrant, et je pense qu'il manque des morceaux à ce film. Oui, Aline? Pour rebondir sur ça, je voudrais juste préciser aussi que pendant que le film a été réalisé et produit, il y a eu aussi la grève à Hollywood, qui a frappé en plein fouet en fait tout le processus de création du film. Donc je pense que la grève des scénaristes se ressent, ça c'est sûr. Et on va citer Raphaël, parce que ce qu'il a dit en sortant de la salle, c'était plutôt juste. Il y a 1 heure en trop et il manque 1 heure. C'est-à-dire, je pense que ça résume tout ce qu'on dit, dans le sens où il y a des choses qui sont là qui n'apportent pas grand-chose, qui auraient mérité d'être remplacées par d'autres ajouts. Et pour clôturer, j'avais vu sur Allociné une critique de... J'ai son nom, j'arrive. Antoine Descrues, qui appartient à Écran Large, qui a dit « Ce n'est clairement pas le chef-d'œuvre de Bong Joon-ho, mais si tous les cinéastes pouvaient faire en sorte que leurs moins bons films ressemblent à ça, le monde se porterait bien mieux. » Tout à fait, c'était sur sa critique Écran Large. Donc, exactement. Qui était aussi pareil, comme... c'est fou, hein, ça rejoint ce que j'ai dit. Oui, t'as le cerveau comme ça, quoi. C'est un truc de zinzin. Marion? Oui, moi je rejoins Aline dans le sens où j'ai passé quand même un bon moment au cinéma, sans trop réfléchir ou quoi. Je trouvais que les acteurs jouaient bien et que voilà. Pattinson en tête? Oui, complètement. Et en fait, moi je viens plutôt du côté science-fiction littéraire, et en fait... En science-fiction, le but, c'est de philosopher sur l'écologie, l'hégémonie, les dictateurs, tout ça. Donc, en fait, effectivement, c'est hyper cliché, assez cliché. On l'a déjà vu, déjà entendu, et c'est pas, la réflexion n'est pas poussée au-delà, et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait des belles idées et tout, quand on voit ce qui est arrivé à différents Mickey ou des choses comme ça. Et une sorte de poésie macabre qui était assez intéressante. Donc c'est ça qui est dommage, je trouve, parce que c'est vrai qu'en science-fiction, ça s'est déjà fait, quoi. Mais après, j'ai passé quand même un bon moment, même si la réutilisation des mêmes décors donnait le côté un peu cheap de séries de science-fiction, où en fait ils sont toujours dans le même tunnel et on les voit toujours dans le même tunnel. Et là, quand tu dis 150 millions, ils auraient pu faire en sorte qu'on se perde dans leur bâtiment et qu'on voit pas toujours le même plan. Et tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord là-dessus. C'est vrai que c'est un bon point que je voulais aussi, par rapport aux 150 millions, c'est que des fois, ce qui est dingue, c'est que des fois, on a l'impression quand même de voir le budget, parce qu'il y a quand même des scènes, surtout sur la fin, assez impressionnantes qui pourraient nous emporter, mais on peut se taper 30 minutes de scène de théâtre dans une même pièce, qui est justement la scène avant le climax, où c'est du tac au tac, mais sauf que le budget, il n'est pas là, quoi. C'est vraiment que du dialogue. Surtout quand il court dans leur escalier qui descendent sur le truc, et en fait, t'avais le moyen de, je pense, faire plus, ou de montrer à quel point ils étaient enfermés, qu'ils ne pouvaient pas sortir, et que c'était un truc vraiment... montrer le labyrinthe que c'était, Mais bon, de toute façon, oui, Aline? Non, juste, il y a un petit détail qu'on n'a pas encore évoqué, mais ça se trouve, ça n'a marqué que moi. C'est, on a été voir le film en VO, du coup, et je pense que ça... Alors, je sais pas ce que ça donne en VF, mais en tout cas, en VO, ça a du sens. C'est que Robert Pattinson a travaillé sa voix pour avoir l'air assez enfantin. Et je trouve que du coup c'est intéressant comme propos, parce que on peut se poser la question si du coup, en plus, vu qu'il est en voix off, ce que moi j'ai adoré,
Et le fait qu'il soit voix off, donc porte-parole en fait du film, il pourrait se positionner presque comme enfant du couple donc qui est de Mark Ruffalo et de Naomi. De Toni Collette. Merci, j'ai oublié, je suis horrible comme chroniqueuse. Non. Toni Collette, pardon. Et bref, de ce couple emblématique, surpuissant, américain au possible, en fait, on pourrait presque croire que le film, du coup, prend le point de vue de cet enfant qui est Robert Pattinson et de sa vision du monde et du monde américain, etc. Enfin, après, voilà, c'est des petits détails, mais pour le coup, la VO, je trouve qu'elle a son sens. Oui, Marion ? Alors, je suis complètement d'accord avec toi, mais du coup, pour moi, ça montre bien qu'en fait, il n'y avait pas besoin de voix off, parce que genre, à un moment... Bon, je vais décrire ça, mais c'est pas très important dans le film. Mais en gros, ils lui disent « Ah, signez ce contrat et lisez les petites lignes. » Et là, t'as la voix off qui fait « Je n'ai pas lu les petites lignes. » Alors qu'on voit bien qu'ils signent directement le truc. Et je trouve qu'ils ont... ils ont un peu abêti le propos pour plaire aux Américains, quelque chose comme ça. Mais il y avait plein de petits moments qui, moi, m'ont un peu genre hérissé parce que... Je suis pas la plus intelligente et quand je vais au cinéma, j'éteins un peu mon cerveau. Non, mais je veux dire pour me laisser entraîner dans le truc. Et là, je me suis dit, on me prend un peu quand même pour une débile. Alors, c'est aussi un archétype je défends Bong Joon-ho là-dessus. C'est un archétype qu'adore Bong Joon-ho de toujours faire un benet qui va être en réalité la représentation entière de soit sa famille ou soit complètement sa société ou sa classe sociale. Et il aime beaucoup faire ça, ce côté aussi. Alors, je sais que du coup, ça peut décontenancer parce que là, c'est pas aussi efficace qu'un Parasite, mais je sais que ça c'est plutôt volontaire. Moi par exemple ça m'a pas dérangé non plus parce que je trouve que le personnage de Robert Pattinson fonctionne super bien là-dessus. Non. C'est pas une critique personnelle, t'inquiète. Non, mais ce que je veux dire c'est pas qu'il soit bête ou intelligent, c'est juste que la voix off c'était plus que ça redisait, mais le personnage est bête et moi je suis d'accord. C'est pour ça, c'est le côté genre le benet qui est obligé de dire j'ai pas lu les petites lignes, tout ça, parce qu'en fait il faut qu'il appuie sur le fait qu'il est toujours un peu à côté de la plaque et même ce qu'il entend et ce qu'il peut ressentir, il va interpréter ça dans son monde. Genre, moi je pense au personnage principal de The Host, qui est totalement comme ça, qui comprend pas tout ce qui se passe autour de lui, mais qui réagit, qui est beaucoup plus dans la réaction, mais qui est obligé beaucoup obligé d'appuyer justement sur sa bêtise. Alors ça fonctionne beaucoup plus dans une société sud-coréenne où justement les clichés autour de ces personnages fonctionnent beaucoup plus, alors que là dans le cinéma américain, c'est vrai que ça peut paraître des fois complètement opposé justement à la représentation classique, on va dire, des personnages. Oui, Lenny, pour finir. Le fait est que moi, par contre, je suis plus du côté de Marion où j'ai cette sensation, après c'est peut-être de l'ordre du ressenti, mais véritablement, moi, cette voix off, j'avais cette impression que les gars l'ont collé en disant « Mais attendez, on n'est pas trop sûr que le public va réussir à choper, à comprendre tout le truc. » Et du coup, je me retrouve avec ce truc-là qui m'explique plein de choses, alors que j'ai qu'une seule envie de dire, et d'hurler même, c'est chaud, don't tell. Là, c'est montre-le-moi, me le dis pas. Alors d'accord, tu vois, ça peut être un personnage de benet et tout, mais le problème, c'est que là, j'ai l'impression que l'histoire me prend pour un teubé, et la voir constamment encore, et avec sa voix justement un peu idiot, moi, ça me le rend pas ni sympathique, ni agréable, ni intéressant pour un personnage auquel j'ai pas spécialement d'attache ou d'impression d'avoir grand-chose en dehors de sa relation. Alors moi, encore une fois, là, je vais défendre. Alors, tu connais ma position sur le film, mais je vais défendre là-dessus. Encore une fois, c'est vraiment l'archétype de Bong Joon-ho. Je le précise vraiment, c'est sa façon de faire d'avoir une voix off casse-couille qui te fait... Mais non, c'est de faire le personnage un peu bené. C'est qu'il aime bien, comme j'ai dit, il aime bien faire ce côté personnage qui est toujours décalé par rapport aux événements, tout ce qui se passe autour de lui. Ouais, mais là, c'est le film qui te prend pour un benet. Non, je suis désolé. c'est le personnage qui l'est. C'est pas pareil. En fait, justement, il veut jouer sur son innocence et il veut jouer sur le fait qu'il est décalé et qu'on comprenne en effet qu'il est décalé. Mais en fait, on va rechercher autre chose de ce côté un peu bené, voilà, simplet. En fait, il y a une poésie qui peut très vite en ressortir. D'où la fin, justement, avec Nasha, du coup, qui, des fois, ça fonctionne super bien, ce côté où tu as l'idiot parfait, limite, face, justement, à la personne qui conscientise tout ce qui se passe autour de lui. Et il y a ces moments où il y a un silence complet. Et par contre, quand tu as un silence, là, ça fonctionne. Et c'est là où je défends le film, c'est que la voix off, du coup, de tout le temps parler du Robert Pattinson qu'on envoie, qui est surmené, parce que du coup, ça donne cette impression. Voilà, le mec est obligé de parler, il est doublé, et en fait, il comprend pas tout ce qui se passe, alors qu'il est le socle de tout ce qui va se passer politiquement dans ce film. Oui, Aline. Et juste, je te rejoins, c'est rapide, mais je suis complètement d'accord. C'est que moi, ça m'a pas dérangé parce que dans les films de Bong Joon-ho, on le voit beaucoup, cet archétype de personnage. Et qui plus est, pour Mickey 17, par rapport à ce que je disais, pour moi, ça fait sens la voix off. Et même
comme tu disais Marion, le fait de venir dire j'ai pas lu les petites lignes alors qu'on le voit, c'est parce que par rapport à cette dualité entre lui et on va avoir vraiment le tableau que de lui et un binôme, même s'ils sont plusieurs Mickey à apparaître, on va avoir lui et Mickey 17. Par rapport à cette dualité, pour moi ça fait sens, c'est le lui Mickey 17 extérieur, physiquement présent dans une société, dans un environnement, comment il agit, et il y a le Mickey, c'est presque en fait l'annonce du Mickey 18 qui arrive, c'est-à-dire comment il réfléchit, qu'est-ce qu'il pense finalement. Donc pour moi ça fonctionne, du coup ça sert au discours de propos de dualité. Mais après, je vous rejoins tout de même, vous inquiétez pas sur le fait que ça peut décontenancer. C'est pas le plus efficace en tous les cas pour ce Bong Joon-ho. Mais pour finir, on peut dire tout de même, encore une fois, et je le dirai jamais assez, qu'un mauvais Bong Joon-ho reste un bon film à découvrir. Mais où est-ce qu'il est, ce con de Birchman? Qu'est-ce qu'il fout? Aujourd'hui, je vais vous parler du Superman de 2013, Man of Steel, ou L'Homme d'Acier dans la langue de Jean Dujardin et au Québec. Un nom moins courant du super-héros, sans doute le plus connu sur Terre, qui déjà avec ce titre annonce la couleur d'un traitement différent du personnage, à tel point qu'à son dévoilement, un léger doute planait si c'était bien lui. Je peux en témoigner, ayant été contemporaine de la sortie, que ça passe vite. Rassurez-vous, c'est bien le cas, et au travers de cet aperçu, je vais essayer, à défaut de vous apprendre quelque chose, de piquer votre curiosité. Les Batman de Christopher Nolan ayant convaincu autant le grand public que la critique durant la deuxième moitié des années 2000 avec son approche plus terre-à-terre et adulte du genre qu'auparavant, la Warner DC Comics choisit donc de remettre le couvert avec cette nouvelle version de Superman comme base et cette fois-ci en espérant un début d'univers étendu à l'instar de son concurrent Marvel qui cartonne dans ce sens à cette époque. Un reboot donc avec Zack Snyder à la réalisation, David S. Goyer à l'écriture et Christopher Nolan à la production. Le pari fut gagnant, c'est un succès ouvrant la voie au DCEU, DC Extended Universe, avec 670 millions de recettes mondiales, dont 291 à domicile aux États-Unis, pour un budget estimé de 225 millions, hors marketing, on s'en doute. Man of Steel nous présente donc une version originale de Superman, comprenez non adaptée directement d'un comics, alias Clark Kent sur Terre, alias Kal-El sur Krypton, incarné par le très séduisant Henry Cavill, que je connaissais personnellement déjà dans les Tudors. Un protagoniste qu'on découvrira grandir au travers de plusieurs flashbacks judicieusement placés, nous permettant de réapprendre ses origines sans non plus trop se focaliser dessus et donc pouvoir mieux comprendre ses choix, ses motivations et aussi que la différence, même si elle nous rend invincibles, n'est pas toujours un avantage dans un monde rude et complexe comme le nôtre. Le film aborde plusieurs thématiques telles que l'eugénisme, le totalitarisme, la parentalité, la quête de soi, le sens des responsabilités ou encore le deuil. Nous n'allons pas toutes les traiter ici, seulement quelques moments clés qui m'ont le plus marqué. Le film commence d'ailleurs par une introduction sur Krypton, la planète mère de notre héros en train de naître tandis que sa civilisation est sur le déclin. Un peuple qui a été trop loin dans l'exploitation de son environnement au point que le gouvernement s'effondre et qu'un coup d'État ait lieu. La planète va même imploser, laissant Kal seul survivant de toute son espèce, encore bébé dans une navette automatisée vers la Terre, là où ses parents biologiques l'ont envoyé en espérant un avenir tout court pour ce premier enfant kryptonien issu de naissance naturelle depuis des siècles. Une séquence d'introduction qui nous en met déjà plein la vue, avec des décors généreux, une technologie qui leur est propre, ou encore une mise en avant de ces combats désespérés, que ce soit dans les airs à dos de dragon, ou à terre avec le duel entre Jor-El, son père, et le général Zod, où l'on ressent le poids et la violence de chaque coup, avec un bruitage qui ne se laisse pas submerger par la musique, mais au contraire qui appuie la brutalité presque divine de l'affrontement. Une musique originale d'ailleurs signée Hans Zimmer, qui s'accorde aussi très bien avec les événements dramatiques et épiques tout en accentuant l'aura mystique de l'univers. Juste avant que les hostilités ne commencent, vous remarquerez probablement que la gestion de la lumière n'est pas la même sur les deux acteurs, pourtant dans la même pièce. Elle raconte en effet déjà quelque chose, avec un dégradé progressif sur le visage de Jor et une séparation nette sur celui de Zod, ce dernier qui tournera sa tête du côté de l'ombre après que son ami ait refusé sa requête, soulignant ainsi sans même avoir l'audio le caractère très binaire, presque robotique de l'un et la nuance plurielle plus organique de l'autre. En tout cas, si la fin du monde arrive chez nous un jour, faites qu'elle soit aussi belle que ça. Ces derniers plans lorsque tout s'effondre, qu'il n'y a nulle part où s'abriter, sont à la fois magnifiques, apaisants et à couper le souffle.
Beaucoup de choses dans ce film permettent une identification efficace au personnage qui fait de son mieux pour s'intégrer. Notamment cette scène du bateau de pêche où un humain sauve Clark de se faire écraser par un objet tombant qui nous montre d'une part qu'il n'utilise pas H24 ses pouvoirs, en tout cas qu'il en a déjà une certaine maîtrise, sinon le marin n'aurait pas pu le faire bouger d'un iota comme une autre scène plus tard dans le film. Et d'autre part, Clark vient de vivre mine de rien un aperçu de ce pourquoi il préférera donner sa chance à l'humanité face aux événements cruciaux à venir. Une identification d'autant plus impactante pour moi qui ai également connu l'esprit d'équipage et qui suis aussi une personne différente avec un parcours atypique et qui était aussi très longtemps en quête de sens pour pouvoir aller de l'avant. Nous avons affaire ici à un Superman humanisé, encore débutant, et qui n'utilise ses pouvoirs qu'avec parcimonie, car on sent que ça coûte de l'énergie ou à minima des conséquences, renforçant l'aspect réaliste du récit. Comme cette scène à l'école lorsqu'il découvre sa Super Wii et sa vue rayon X, qu'il panique d'entendre tout beaucoup trop fort, de voir les choses échappant aux autres, qui va se réfugier dans le placard à balai jusqu'à ce que sa mère arrive et l'aide à se focaliser sur l'essentiel pour se calmer. Eh bien, c'est exactement mon quotidien depuis toujours. Cette scène me sert littéralement à illustrer mon trouble du spectre autistique à mon entourage pour les aider à comprendre mes difficultés. Ce n'était probablement pas voulu, mais lorsqu'il y a de l'âme des artistes dans une œuvre, cela résonne en nous au-delà de la fonction, et je suis persuadé que Zack Snyder et Diane Lane ont connu une mère aimante de la sorte pour nous en délivrer une justesse aussi prenante. Également, la relation entre Clark et son père adoptif, brillamment interprété par Kevin Costner, et j'aime beaucoup Kevin Costner, nous montre aussi plusieurs moments clés de son éducation, riche en amour et en maturité, comme cette scène de harcèlement scolaire contre un grillage, où tout comme Clark, l'envie de riposter et de faire mal à ces sauvages nous démange, mais tout comme lui on se retient, non pas par lâcheté, mais par sagesse. Son père ensuite, lui demandant si ça va en précisant bien qu'il parle de sa santé mentale, est un détail important qui montre en une phrase toute l'attention de sa famille, essentielle à son équilibre. Un papa confirmant que la retenue était la meilleure option malgré l'injustice du moment, une maîtrise de soi d'autant plus importante avec des pouvoirs tels que les siens, même s'ils ne sont pas encore à leur plein potentiel. Un plein potentiel qu'il va pouvoir explorer avec son autre père, celui de Krypton, sous forme d'hologramme enregistré dans un vaisseau qui répond à un nombre de ses questions tout en développant ce qu'on avait vu en introduction pour nous derrière l'écran, et qui à l'issue de l'exposition l'invite à tester ses limites dans un costume fait de matière kryptonienne pour ne plus finir tout nu à chaque pépin, parce que oui, c'était quand même moins pratique avant. Après bon, c'était pas pour me déplaire, hein, mais la praticité c'est bien quand même. Une tenue arborant surtout le symbole de la maison, le fameux S qui veut dire espoir, ce qu'incarne le personnage avant tout et qu'il ne doit pas perdre de vue dans les épreuves à venir. Notre soleil est la source principale du pouvoir de Superman. Comme explicité dans le film, ces cellules kryptoniennes s'en nourrissent davantage que celles des terriens, et la gravité terrestre étant beaucoup moins forte, cela lui donne les pouvoirs d'un dieu à notre échelle humaine. Un aspect divin, bien sûr, présent tout du long. Le film ne cache pas son inspiration biblique, avec la figure christique du personnage mise en avant jusqu'à la fameuse T-pose spatiale après un discours salvateur de son père Jor. Mais en y regardant de plus près, on a sans doute une de mes scènes favorites, plus subtile, dans une petite église où Clark, encore indécis sur quelle voie choisir, consulte le prêtre qui comprend qui il est réellement et ne flanche pas, offrant une véritable écoute, lui permettant de faire le point et indiquant une fois de plus que l'humanité n'est pas forcément à jeter. Une scène qui nous montre que même Superman a besoin d'aide. N'est-ce pas là le trait de caractère le plus humain qu'on l'on puisse trouver? Chacun de nous à différents moments avons aussi besoin d'une authentique écoute sans jugement pour pouvoir aller de l'avant. Faire preuve d'honnêteté et de discernement sont au cœur du sous-texte et d'autant plus avec cette dernière phrase du pasteur. Parfois, il faut faire acte de foi. La confiance vient après. Une réplique qui résonne encore en moi chaque jour plus que vous ne pouvez l'imaginer. Je pourrais continuer encore longtemps sur tous les aspects réussis de ce film, tellement il se suffit à lui-même, mais je dois bien reconnaître que le principal point faible reste la relation amoureuse entre Clark et Lois qui manque de développement. De petites scènes supplémentaires permettant un rapprochement plus naturel auraient été bienvenues pour éviter le syndrome du pro-chevalier tout en appuyant la direction adulte du film. Un détail relationnel que j'ai d'ailleurs trouvé un peu mieux géré dans la suite BVS, notamment la scène de la baignoire, mais je m'égare. Je faisais aussi partie à l'époque des critiques sur la surabondance de scènes d'action, mais avec le recul désormais, le dosage est tout à fait correct et en tout cas nous offre toujours une qualité visuelle encore très impressionnante de nos jours, sans perdre de vue l'échelle humaine des batailles, que ce soit des inconnus, du décor ou le groupe de journalistes pris au piège sous les gravats qui évoque bien sûr le traumatisme américain du 11 septembre assez frontalement. La mort de Jonathan, bien qu'elle ne manque pas de m'émouvoir à
chaque fois, n'a pas non plus su faire l'unanimité de par une certaine maladresse à l'exécution. Elle fait tout de même sens avec les précédents flashbacks de Clark où l'on comprend que les gens commencent à jaser sur sa singularité qui, dans le doute, doit rester secrète pour sa sécurité et celle de ses proches. Le voir accomplir encore un miracle devant autant de témoins aurait été le sauvetage de trop pour alerter les autorités ou pire encore. Et c'est pourquoi son père lui fait signe de ne pas venir à son secours et que Clark restera dans l'ombre tout ce temps. Un monde trop souvent par défaut fermé à la différence, l'adage « vivons heureux, vivons cachés » n'est malheureusement pas un choix pour tout le monde. Quoi qu'on en pense, Man of Steel reste une œuvre marquante, assez intemporelle que je vous recommande vivement de rattraper si vous étiez passé à côté ou l'aurez mal jugé. Une approche audacieuse qui ne reviendra pas sur nos écrans de sitôt, l'univers DC Cinéma étant en cours de refonte avec la sortie cet été d'une toute nouvelle itération de Superman, à nouveau comme base d'un nouvel univers étendu qui semble revenir à quelque chose de plus classique et léger. Une table rase du DCEU que je trouverais personnellement toujours dommage qui, pour la faire courte, a mis la charrue avant les bœufs et n'a pas su autant convaincre par la suite, même si tout n'est bien sûr pas à jeter. Mais ça, je vous en reparlerai probablement une prochaine fois. Cet entretien sera intégralement pas filmé. Et merci beaucoup Ellie pour cette carte blanche autour de Man of Steel qui était ta première apparition en tous les cas sur On n'est pas filmé et c'était excellent, donc encore merci et j'espère à bientôt pour une nouvelle émission. Moi aussi et merci beaucoup. Bon, avec plaisir. Merci à Anthony et Alice donc, qui sont apparus pour parler de la nuit David Lynch le 14 mars donc à 19h pour une nuit qui sera plus que mouvementée avec un DJ set, avec des courts-métrages, des longs-métrages et un petit déjeuner. On n'oublie pas, pour 24 €, ça reste quand même très très honnête. Je remercie évidemment aussi Lou qui a fait sa petite apparition au début de l'émission. Merci beaucoup Roman aussi pour cette chronique que tu nous as proposée. Ouais, j'espère que ça vous a remis les idées en place. Non. Et que le monde va changer. Non. Et j'aimerais dire bravo les lesbiennes. Ah, ça c'est bien, ça par contre j'adore, ça j'adore, bravo. Mais non, jamais de la vie, on ne change pas nous les hommes, on reste focus. On a un but, on vous le dira jamais, mais il arrive prochainement, merci Trump. Je rigole, j'ai rien à voir avec lui. Merci beaucoup évidemment Marion à la régie. Petit commentaire, vas-y. J'ai hâte du petit pic. Dernière émission, tu m'as mis cher. Alors là, cette fois-ci, j'espère que ça sera un peu plus non, gentil. mais tu étais très bien aujourd'hui. Voilà, moi je t'ai trouvé très très bien. C'est vrai ? Oui. Oh, ça me touche. Non, j'en ai rien à foutre. Du coup, j'aurai un salaire ou pas ? Non, je le savais. Il y a Zéphyr aussi qu'on remercie, hein, qui fait aussi sa petite régie. Vas-y, un petit mot. Je m'en fous. Non. Voilà. C'est trop long. Merci beaucoup Aline aussi pour les propositions, les critiques et les chroniques autour de Mickey 17 Bong Joon-ho. Avec plaisir, merci à vous toutes et à tous de m'accueillir à chaque fois. J'espère que Tiramisu, on pourra le diffuser vraiment en direct un jour ou l'autre sur On n'est pas filmé, ça le mérite. Peut-être un jour, ouais. Et là, on aura au moins cette récompense, peut-être à la fin de la saison. Ouais, le jour, dès qu'on a un premier partenariat, je le fais. Oh alors là, je vais chercher ça tout de suite. Merci. Merci beaucoup Lénie aussi pour ta joie de vivre, pour ta position, ta posture. C'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir de parler de films que j'ai pas aimés. C'est toujours un plaisir de m'énerver, de rager sur les gens. Oui, génial. quand même, vas-y Aline. C'est quoi ton film préféré du coup ? Allez, question... Je n'en ai pas. Non, mais le secret. Il faut aller se faire foutre. Le secret. Qu'est-ce que je te dise allez, cite un film que t'aimes beaucoup. Un film que t'aimes bien, que tu pourrais défendre comme moi je défends Twilight. Vas-y. Que t'aimes beaucoup. Donne-moi un enfant comme ça. Donne quoi, t'as dit ? Un enfant. Ça va, vas-y, dis. Attention, vous le sortez un peu de ses gonds là. Spider-Man 3 de Sam Raimi, là-dessus, c'est un film que j'aime bien, mais je sais que c'est un film de merde. Voilà. Ah d'accord. Ah oui, d'accord, t'es parti dans ce sens-là en mode. Tu veux montrer un film que les gens n'aiment pas d'habitude, mais que toi t'aimes bien. De fou. Ouais, non mais c'est bien. Non mais t'as raison. Tu nous caches tes petits secrets que tu vas dévoiler petit à petit au fil des saisons, c'est ça ? Non. Dis oui. C'est pour le storytelling. C'est pour le storytelling.
Si, c'est bon. Merci beaucoup, Lenny. Un plaisir. Et merci évidemment à votre écoute sur On n'est pas filmé. On est sur YouTube si jamais vous souhaitez nous voir apparemment. Et illustrer aussi, puisqu'on illustre quelquefois des chroniques et certainement, à mon avis, la chronique Daily. On est donc aussi sur TikTok, on est sur Facebook, on est sur Instagram. N'hésitez pas à nous suivre pour avoir justement les actualités autour d'On n'est pas filmé. Et évidemment, on vous retrouve pour une prochaine émission autour de critiques toujours plus acerbes. Cet entretien sera intégralement pas filmé.